18h sur CNews, Éric Zemmour est l'invité exceptionnel de Punchline Weekend. Merci d'être avec nous, Éric Zemmour. Merci à vous. Hier, je n'étais pas à Paris, j'étais à Nice. Et un taxi m'interpelle et me dit « Mais qu'est-ce qui se passe en France ?» Et je suis incapable de lui répondre. Parce que je me dis que si je parle d'émeute, c'est pas assez fort. Que si je parle de guerre, ça l'est peut-être un peu trop. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, Éric Zemmour ? Oui, vous avez pas tort. On est entre les émeutes et la guerre. On est entre des émeutes ethniques, qui peuvent se transformer en guerre civile. Ce sont des prémices de guerre civile. Quand vous avez des milliers de jeunes gens, de jeunes garçons entre 16 et 25 ans qui se jettent sur les policiers, qui pour certains leur tirent dessus avec des armes de chasse ou même des kalachnikovs, qui brûlent des mairies, qui brûlent des écoles, qui pillent hommes et femmes cette fois-ci des grands magasins. Vous voyez bien qu'on est dans des scènes à la fois de pillage, de razzia et de guérilla. On peut les définir comme cela. Est-ce que c'était anticipable ? Vous savez, depuis 20 ans, je dis que cette immigration folle, massive, venue de contrées qui sont très éloignées, parce que, si vous voulez, en fait, vous savez, c'était assez écrit, mais simplement les gens ne voulaient pas le voir. Les citoyens avaient d'autres chats à fouetter et les politiques se cachaient la vue. Pourquoi ? Par peur ? Par idéologie ? Les deux. Par idéologie, pour ceux qui pensent que un être humain n'est qu'un consommateur et qu'il peut venir de n'importe où, qu'il n'a pas de culture, qu'il n'a pas de racines et qu'il peut ainsi devenir français, que français est un état d'esprit, et que n'importe qui peut être français. Et puis, par peur, oui, vous avez raison, parce que on a peur des réactions, on a peur des violences. Mais vous voyez, vous vous souvenez la fameuse phrase de Churchill après les accords de Munich, les dirigeants anglais on avait le choix entre le déshonneur et la guerre, ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre. Eh ben, nos dirigeants, c'est un peu la même chose. Ils ont eu peur des affrontements, ils ont eu peur des violences, ils ont eu peur de cette guérilla, ils ont choisi la soumission et donc le déshonneur, et le résultat, c'est qu'ils ont quand même la guérilla. Ce qui est perturbant, en tous les cas, ce qui peut perturber le téléspectateur ce soir, c'est que à travers ces scènes de pillage, ces interpellations, la majorité est française. C'est-à-dire que ce sont des Français, ce sont des personnes qui sont nées en France, qui ont peut-être commis ces exactions. C'est la question sempiternelle de qu'est-ce qu'être français, en vérité, vous posez. Vous avez raison. Juridiquement, la plupart sont français. Je note déjà que vous avez vu la réaction du gouvernement algérien il y a 24 heures, qui parle de ses ressortissants. Pour lui, ils sont algériens. Déjà, c'est intéressant. C'est-à-dire venus d'ailleurs et qui aiment tellement la France qu'il veut s'assimiler à la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'assimiler à la France ? C'est pas seulement un état d'esprit, comme j'entends. Ça, c'est le Renan pour les nuls. Non. Vous savez, j'ai lu il y a quelques semaines un article très intéressant dans le Figaro, un portrait de Madame Sylvia Nagazensky, qui est une grande intellectuelle, une femme de grande qualité, épouse de Lionel Jospin. Vous voyez, ce n'est pas spécialement de mon camp, comme on dit, mais on lui demande, son grand-père était polonais, il est venu en France, son père était ingénieur, et elle rentrait à l'Académie française. Et on lui dit, mais qu'est-ce que c'est pour vous devenir français ? Qu'est-ce que c'est que l'assimilation ? Et elle a cette réponse magnifique que lui avait faite son grand-père. Il lui avait dit, j'ai remplacé les rois de Pologne par les rois de France. Eh ben, être français, c'est ça. Et vous voyez, ces gens-là, je ne leur jette même pas la pierre, pour la plupart, parce qu'il y a toujours des exceptions, pour la plupart, ils ne veulent pas remplacer les rois pas de Pologne, mais d'Algérie, du Mali, par les rois de France. C'est tout le problème. Alors, à part ça, si vous voulez, c'est fondamental. Quand on est à ce moment-là et qu'on ne veut même plus, parce que nous avons des élites françaises complètement travaillées par l'idéologie de gauche, de la déconstruction, qui ne veulent même plus leur imposer cette assimilation, eh ben nous avons des enclaves étrangères où une autre civilisation prend corps, une autre civilisation arabo-musulmane qui n'a rien à voir avec notre civilisation chrétienne, judéo-chrétienne, gréco-romaine, et qui devient c'est la haine de la France qui est le moteur de tous ces gens, et de tous ces pillards, et de tous ces émeutiers. On comprend les causes et les conséquences, on viendra après sur les solutions. Je veux qu'on revienne sur ces 4 nuits d'émeutes. Très rapidement, vous avez appelé le président de la République à instaurer l'état d'urgence. Qu'est-ce que ça changerait, l'état d'urgence, s'il y a déjà 45 000 policiers qui sont sur le pont ? L'état d'urgence, qu'est-ce que c'est ? L'état d'urgence, c'est différentes mesures qui sont possibles et qui ne sont pas possibles quand il n'y a pas l'état d'urgence. Je vous donne des exemples en vrac. D'abord, on peut instaurer le couvre-feu. Donc, la nuit, plus personne ne peut sortir. Et ceux qui sortent, quoi qu'il arrive, certaines villes le font, vous avez raison. Mais vous voyez que c'est pas inutile. Bon. Ensuite, on donne à la police des moyens de perquisition,
des moyens de contrôle, on peut contrôler les automobiles, on peut voir s'il y a des armes, on peut perquisitionner les appartements, les caves, on peut ramasser les armes si on en trouve, on peut déférer immédiatement devant la justice administrative et non pas la justice judiciaire les coupables. Vous voyez, ça donne des moyens à la police. Mais je ne fais pas, si vous voulez, de cet état d'urgence l'alpha et l'oméga de la lutte contre cette révolte et contre ces émeutes. Je ne suis pas naïf. En fait, il y a deux types de mesures. Il y a les mesures à court terme. Les mesures à court terme, c'est permettre à la police de mater ces émeutes. Aujourd'hui, comment ? Que la police. Pour l'instant. 70% des Français, par exemple, espèrent que l'armée... Je sais bien. Je sais bien qu'il y a dans l'inconscient collectif, qui date d'ailleurs de toute notre histoire, au XIXe siècle, débordés. Et ils sont débordés par quoi ? Non seulement par la férocité des émeutiers, qui veulent leur peau, manifestement, mais aussi et d'abord par le nombre. Les policiers reculent parce qu'ils sont moins nombreux. Et que, comme on leur donne en plus des consignes d'éviter tout contact, d'éviter tout affrontement, évidemment, on leur interdit d'utiliser leurs armes. Donc le résultat, c'est qu'ils reculent parce qu'ils sont moins nombreux, tout bêtement. Et pourquoi sont-ils moins nombreux ? Mais parce que depuis 20 ans, depuis 30 ans, nous n'avons cessé de recevoir des centaines de milliers de personnes venues du Maghreb et d'Afrique. Et que ces gens-là ont fait souche, ont fait des enfants, ont fait des jeunes, et qu'aujourd'hui, ils sont en nombre incalculable. Je regardais les chiffres, par exemple, pour le 14 juillet, il y a 122 000 ou 25 000 policiers et gendarmes qui sont déployables. Donc on est encore très loin. Mais vous, président de la République, aujourd'hui, vous faites comment ? Puisque à court terme, très rapidement, les prochains jours, qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai dit, il y a deux types de mesures. Il y a les mesures à court terme. Oui. À court terme pour mater la révolte. C'est-à-dire, je donne aux policiers les moyens de réprimer cette révolte et j'exige de la justice qu'elle sanctionne. Vous savez, j'ai lu le communiqué du syndicat de la magistrature. C'est un scandale. Ces gens-là sont en vérité les soutiens des émeutiers. Eux qui nous parlent en permanence de la République, c'est absolument honteux. Tous les ans. Et pour cela, nous avons des mesures à prendre. Je les ai présentées pendant la présidentielle. J'ai établi ce que j'appelle le bloc migratoire. Vous voyez, il y a des mesures essentielles. Arrêter le regroupement familial, supprimer le droit du sol, laisser le droit d'asile à quelques centaines de personnes, expulser les délinquants étrangers. Expulser les criminels étrangers, expulser les chômeurs de plus de 6 mois, évidemment, expulser les clandestins. Vous voyez, parce que, si vous voulez, il y a des mesures à court terme, mais je ne veux pas m'enfermer dans les mesures à court terme, parce que si on m'avait écouté depuis longtemps, on n'en serait pas là. Mais depuis longtemps, vous posez ce diagnostic. J'ai retrouvé un texte que vous avez publié pour le Figaro, 25 novembre 2005. Voilà ce que vous dites. La fraternité française n'est plus qu'un vain mot pour ces jeunes nationaux issus de l'immigration qui ne veulent pas être français et qui ne sont d'ailleurs pas considérés comme tels par le reste de la communauté nationale. 20 ans ont passé quasiment. Et rien n'a changé, c'est ça qu'on voit ? Un seul point. Rien n'a changé sur le diagnostic que je faisais, à mon sens. Mais une chose a changé, le nombre. Et le nombre, c'est fondamental. C'est le nombre qui est en train de faire basculer d'innombrables quartiers sur le sol français en enclave étrangère. Uniquement le nombre. Et les politiques ont une responsabilité énorme. Vous savez qu'on est passé, je vous fais vite les chiffres. En 2000, il y a entre sur le sol français. Vous vous rendez compte, en 20 ans, vous faites le calcul, en 20 ans, ça vous fait des millions de personnes qui sont en plus. J'entends. Revenons sur les émeutiers. Et revenons sur le long terme. Parmi les personnes qui sont interpellées, 30% sont mineurs. D'accord ? Parmi ces émeutiers, la majorité probablement est française. Et parfois, pas de double nationalité. Donc vous avez par exemple, prenons un cas très pratique, un jeune de 13 ans qui a été interpellé parce qu'il a pillé un magasin ou parce qu'il a saccagé un commerce. 13 ou 14 ans. Il est de nationalité française. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vous le répète, parce qu'il faut revenir à l'origine, avec moi, il ne serait pas de nationalité. Oui, mais là, il l'est. Non, mais vous comprenez, c'est important de le savoir. Oui, mais maintenant, moi, je supprimerai le droit du sol. Oui, mais je suis le seul à le proposer. Donc c'est quand même important. Deuxièmement, on peut punir aujourd'hui, dans l'état actuel de la loi, tous les gens de plus de 16 ans. Ils peuvent être punis, sanctionnés, emprisonnés. Ils n'ont pas tous 13 ans. Par ailleurs, évidemment qu'il faut faire des nouvelles règles pour ces mineurs
de 13 ans, de 14 ans, qui évidemment n'ont rien à voir avec les mineurs d'auparavant, qui étaient jadis. Donc évidemment, nous devons faire des nouvelles sanctions, nous devons pouvoir les sanctionner. Je vous répète, on peut également toucher les parents, parce que les parents sont responsables des enfants de 13 ans. On peut leur supprimer les allocations sociales. Parce que vous comprenez, je voudrais vous dire, j'entends beaucoup que c'est une révolte sociale, des métropoles là où passent tous les flux financiers, économiques et de la mondialisation, et les possibilités d'emploi et éventuellement de trafic. Des privilèges sociaux, je l'ai dit, des allocations familiales, des HLM, des allocations diverses et variées. Un privilège scolaire, c'est dans ces quartiers qu'on dédouble les classes et qu'on met plus de professeurs. Des privilèges, je dirais, judiciaires, puisque la justice est très laxiste avec eux. On l'a vu avec le jeune Naël on nous a dit qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Il n'avait pas de casier judiciaire, mais il avait 15 déjà délits, 15 inscriptions aux antécédents judiciaires. Parce que pourquoi il n'avait pas de casier judiciaire? C'est parce que la justice ne le sanctionnait pas. Mais lui avait déjà des trafics, il avait déjà des rébellions contre la police, il avait déjà... été enterré aujourd'hui, évitons de parler de Naël. Non, mais je vous donne un exemple, puisqu'on en a beaucoup parlé. Mais il y en a peut-être d'autres exemples. Donc tous ces privilèges s'accumulent. Vous savez, on dépense à peu près, depuis 40 ans, en gros 10 milliards d'euros pour la politique de la ville. C'est 1000 fois plus que dans les quartiers défavorisés de la France rurale. On dépense des fortunes. Et pourquoi? Pour que ces gens, en tout cas les plus jeunes d'entre eux et les plus violents, brûlent tout ce qu'on a construit et qu'on va reconstruire. Ça va encore nous coûter de l'argent. Il faut dire aux gens qui vous regardent que c'est avec leurs impôts qu'on va... Est-ce que vous restez sur ce triptyque-là? En gros, oui. Il y a évidemment ce triptyque des trois jeunesses qui ont grandi depuis, puisque moi j'écrivais ça en 2013-2014. Et je rajouterais, parce que souvent j'ai pu les voir de près, les miens, si j'ose dire, ma jeunesse, dont je suis si fier, c'est-à-dire des gens qui viennent de catégories populaires ou qui viennent de classes plus bourgeoises, peu importe, en vérité je ne fais pas de différence, et qui aiment tellement la France qu'ils se sont engagés derrière moi et qu'ils ont compris les enjeux de notre situation et qui ont compris que la France qu'on leur laissait était une France à l'abandon, était une France en décadence et une France au bord de la guerre civile. Et je leur rends hommage à ces jeunes. Vous êtes allé à la rencontre des forces de l'ordre hier soir. Vous avez pu échanger avec ces forces de l'ordre. En 48 heures, il y a plus de 300 blessés du côté des policiers et des gendarmes. Ils vous disent quoi sur le terrain? Ils me disent qu'ils n'en peuvent plus, ils me disent qu'ils sont débordés, ils me disent qu'ils n'ont pas assez de munitions, ils me disent qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils me remercient parce que Reconquête et les militants de Reconquête sont allés leur apporter d'un réconfort, là du chocolat, là des fleurs, là, vous voyez, un geste amical, un geste de soutien alors que tout le monde les abandonne et les voue aux gémonies. Donc voilà, ils souffrent beaucoup également de la vindicte qu'ils subissent, à la fois de ces jeunes banlieusards, mais aussi d'une partie de la classe politique. Je voudrais dire quand même ici, il faut lire et il faut les regarder. Ils ont appelé ils ont refusé d'appeler au calme. Ils ont poussé les émeutiers à plus de violence. Je pense ils ont que participé idéologiquement, je veux dire. Mais est-ce que selon vous, ils ont idéologiquement participé ces journées d'émeutes? Ils sont les premiers coupables sur le court terme et le long terme. Le court terme, parce qu'ils ont poussé à la violence et à toutes ces exactions et ces émeutes. Ils sont les premiers soutiens de ces émeutes. Et ils sont responsables sur le long terme, car ils ont, depuis 20 ans, depuis 30 ans, criminalisé tout ce qui faisait l'assimilation à la française. Tout ce qu'on imposait aux étrangers quand ils venaient en France a été déconstruit, rejeté, détruit idéologiquement. Et ce qui fait que maintenant, tout ce qui était normal, tout ce qui était une règle normale d'assimilation qui a été imposé aux Italiens, aux Espagnols et à tous les autres, est devenu un élément de racisme. Même la laïcité la plus évidente, c'est-à-dire la discrétion dans l'espace public, est aujourd'hui accusée de racisme. Et à cause de qui? À cause des gens de la gauche et des gens de LFI qui l'ont proclamé et qui l'ont déclamé partout, jusqu'à ce que les gens des Frères musulmans, habilement, reprennent toute cette logorée de la gauche à son profit. Mais c'est tout à fait normal, puisque Jean-Luc Mélenchon on a reçu un profit électoral. Vous avez eu son heure de gloire il y a quelques années, qui est proche des milieux islamistes en vérité. Qu'est-ce qu'elle dit?
elle dit que Jean-Luc Mélenchon est un butin de guerre. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui l'homme de cet électorat islamo-gauchiste. Il est l'incarnation de cet électorat islamo-gauchiste qui veut abattre la France et qui veut islamiser la France. C'est ça aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Il a bien changé depuis 20 ans quand il était le parangon de la République et de la laïcité et qu'il se moquait des voiles islamiques qu'il appelait des éléments d'auto-stigmatisation. Aujourd'hui, il est, je répète, il est leur porte-drapeau parce que tout simplement, il leur doit ces résultats électoraux. Vous avez dit coupable à court terme, mais concrètement, si coupable il y a, culpabilité il y a, est-ce qu'il doit y avoir sanctions et sanctions judiciaires? Quand on alimente, selon vous, quand on participe, selon vous, à l'insurrection, est-ce qu'on mérite condamnation? Moi, je ne suis pas favorable à la judiciarisation de débats politiques. J'en ai moi-même souffert puisque je suis l'objet de la vindicte judiciaire de certains juges et d'associations qui passent leur temps à mener contre moi une espèce de djihad judiciaire comptant sur la complicité de certains juges et ensuite ils peuvent venir sur les plateaux télé en disant il a été condamné pour incitation à la haine, etc., etc. Donc moi je suis pour la lutte politique. Et je mène contre Jean-Luc Mélenchon une lutte politique. Mais je voudrais dire que cette lutte politique doit être menée de façon implacable. Car aujourd'hui, on voit où ça nous mène. En vérité, même la gauche a manipulé le feu, et aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Ils sont les pyromanes qui, aujourd'hui, sont brûlés par le feu qu'ils ont provoqué. Je veux qu'on revienne à 2005, au moment des émeutes. Alors, c'est une séquence qu'on va pas voir, mais ça date du 11 novembre. Vous êtes sur Canal+, 20h10 pétante, et on parle des émeutes, et vous dites, mais Jacques Chirac est perdu. Il sait pas quoi faire, il se cache derrière son Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est perdu, selon vous, face à ces émeutes? Il est non seulement perdu, mais proprement lamentable. Il a d'abord accusé le policier de façon très forte, expéditive, qui n'aurait pas été acceptée par quelqu'un d'autre que lui. Puis, il a essayé de calmer la vindicte de ces émeutiers en faisant pression sur la justice. On a vu le procureur prendre des décisions ultra rapides. Puis, on voit bien. Vous croyez qu'il y a un lien entre le procureur et le président de la République? Ah bah excusez-moi, mais oui. Le procureur, vous voyez, c'est la règle en France, il est soumis au ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice est soumis au président de la République. Donc ça, c'est même la règle fondamentale de la justice en France. Par ailleurs, on voit bien qu'il ne donne pas tous les moyens à la police pour combattre ces émeutiers. Et surtout, vous savez, je pense qu'il n'y a pas de hasard en histoire. Et là, on a vu cette semaine, Emmanuel Macron était à Marseille. On l'a déjà oublié, c'est le début de la semaine. Il a fait de grandes annonces, comme d'habitude, il a annoncé toujours plus d'argent. Et tout ça, je vois des Français. Eh bien, Monsieur Macron, si vous voulez, a ce qu'il mérite. C'est-à-dire qu'il a contre lui des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, et il n'a pas beaucoup de Français. Et si vous voulez, lui aussi, c'est comme Monsieur Jean-Luc Mélenchon. À force de jouer avec le feu, eh ben, il se brûle. Si la situation perdure, que la tension monte en France, est-ce qu'il faut convoquer des élections? Et je ne crois pas que des élections, on peut toujours convoquer des élections, on peut toujours dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République peut toujours démissionner, on peut toujours avoir une élection présidentielle, tout est fait possible. Mais je ne vois pas en quoi ça règle la question. Vous voyez, si vous voulez, à moins qu'on ait cette discussion que j'ai voulu imposer pendant la présidentielle sur la question migratoire, qui est, on le voit aujourd'hui, la question majeure du pays, pour le destin du pays. Là, je suis tout à fait prêt, évidemment, à la voir, parce que c'est moi qui ai fait tout pour, seul contre tous, pour imposer cette question. Donc, mais ça ne va pas régler la question. Donc, finalement, on ne convoque pas pour l'instant d'élections. De toute façon, en revanche, c'est le président de la République qui décide. En revanche, ce n'est pas moi. Bien sûr. En revanche, il y a des élections l'année prochaine, élections européennes. À travers ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous considérez que le diagnostic que vous avez depuis des années est le bon? Est-ce que ça vous conforte dans cette position de poursuivre politiquement votre combat? Et si oui, est-ce que vous êtes prêt pour l'année prochaine? Mais je pense que c'était nécessaire parce que je voyais mon pays aller dans le gouffre. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que je me sois trompé. Essayons de trouver une source d'espoir. Comment retrouver le calme dans les prochaines heures? Je vous ai dit, dans les prochaines heures, il faut de la répression. Voilà. La seule solution, c'est la répression. Il faut que l'ordre revienne, il faut que la force revienne à la loi. C'est la première solution. Vous savez, dans aucun autre pays, on laisserait comme ça
d'abord des émeutes se développer. D'ailleurs, des émeutes. Vous avez vu les réactions, c'était très intéressant, à l'étranger, du Premier ministre polonais, du Premier ministre hongrois. Ils nous regardent avec un petit sourire de mépris, parce que on leur a fait la leçon de morale, on les a traités de racistes. Aujourd'hui, eux, ils n'ont pas accueilli cette immigration africaine et maghrébine. Ils n'ont pas d'émeutes dans leur pays et dans leur ville. Et c'est nous qui les avons. Enfin, la vidéo du Premier ministre polonais est un tout petit peu caricaturale, on est d'accord. J'invite les téléspectateurs à voir d'ailleurs cette vidéo où on voit ce qui se passe à Varsovie et on voit ce qui se passe en France. Je suis allé à Varsovie il y a 2-3 ans et effectivement, les rues sont calmes, les femmes ne sont nullement en danger. Nous avons des exemples à prendre sur ces pays-là qui ont refusé notre folie et qui ont bien prudemment évité de recevoir une immigration arabo-africaine